mort dans un accident de moto près de Grasse, il avait 41 ans. Non, c'est pas vrai. Non, je crois pas. Salut à tous, c'est Julien Legone. Aujourd'hui, on va faire simple. A-t-on assassiné Coluche? Là, on s'attaque à un monument. Un sujet qui te hante, qui me hante et qui hante la France depuis près de 40 ans. On est le 19 juin 1986, sur une petite route ensoleillée du sud de la France. La moto de Coluche, un camion, accident, et hop, terminé. Alors, officiellement, c'est un bête accident de la route. C'est la faute à pas de chance. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Tu es prêt à parier ta maison que c'est ça, toi? Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Là, on parle de l'humoriste préféré des Français, le fondateur des Restos du Cœur. Mais surtout, l'homme qui faisait trembler l'État, qui faisait trembler Monsieur Mitterrand, qui s'était quand même présenté à la présidentielle et qui avait eu 16% dans les sondages. Alors, est-ce qu'un camion peut couper la route dans une ligne droite, sans la moindre raison? Est-ce qu'on a voulu faire taire le clown qui parlait beaucoup trop fort? Ou est-ce que tout simplement on n'arrive pas à faire le deuil et qu'on préfère trouver un coupable car c'est pas possible de perdre une telle légende? Dans cette vidéo, on va reprendre toute l'histoire. Alors, si tu aimes ce genre d'histoire, ce genre de contenu, tu me mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Déjà d'une parce que ça me fait plaisir et ça donne la force et parce que c'est gratuit. Maintenant, installe-toi. On part sur un dossier lourd, touchant et troublant. Allez, tu me mets ton casque, tu me prends tes pop-corn, c'est parti. Alors, pour comprendre la mort de Coluche, il faut d'abord comprendre qui il est. Alors, pour info, il ne s'appelle pas Coluche, il s'appelle Michel Colucci. Il est né le 28 octobre 1944 dans le 14e arrondissement de Paris. Son enfance, on va la faire courte, mais elle explique tout le personnage. C'est un titi parisien de 1m72. D'ailleurs, dans le milieu, on l'appelle le Gonze, un fils d'immigrés italiens. Son père meurt quand il a 3 ans d'une maladie. Il grandit à Montrouge, élevé par sa mère, Simone Bouet, dit Monette. Il vit dans la pauvreté. C'est un gamin turbulent. C'est le clown de la classe. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surpris. Il traîne dans la rue. Il frôle la délinquance d'ailleurs. Il enchaînera les petits boulots, télégraphiste, céramiste, garçon de café. Il n'aime pas l'autorité. Il n'aime pas les patrons. Il a la rage au ventre. À la fin des années 1960, il traîne avec une bande de potes. Pas très connus à l'époque. Écoute ça. Gérard Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu. La classe, hein. Mais à l'époque, c'était pas encore des vedettes. Il fonde le Café de la Gare avec un certain Romain Bouteille. D'ailleurs, plus tard viendra cette petite troupe de connus, Thierry Lhermitte, Lanvin et d'autres comme Junio. C'est le début de l'ascension. Mais Michel, il prend un peu trop de place, il a une trop grande gueule et il a déjà des petits soucis d'alcool. Il se fait virer où il part, ça dépend des versions, mais ça ne se finit pas bien du tout. Il se dirait même qu'une petite bagarre a été déclenchée à cause de l'alcool. Et c'est là, en 1974, qu'il explose tout. Il devient Coluche. Il invente un personnage unique, son sketch mythique. C'est l'histoire d'un mec. Mais attention, n'est pas forcément un clown gentil. C'est un clown méchant, c'est un clown vulgaire, c'est le beauf en puissance. Il dit bite, couille, il en met plein la gueule et à tout le monde. J'ai dit tout le monde, les flics, les politiques, les racistes, les riches, les pauvres. Et là, vous savez quoi? Il se passe un truc incroyable. Je parle surtout aux plus jeunes qui ne le connaissent pas. Tu sais quoi? Au lieu de choquer, à cette époque, la France entière va tomber amoureuse de lui. Alors, tu te dis pourquoi? Parce qu'il parle comme les gens dans leur cuisine. Il parle comme toi, comme moi. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et il va devenir la voix du peuple. Et il commence à prendre une ampleur sur la scène médiatique comme jamais. Il remplit les salles.
Il vend des millions de disques, il cartonne au cinéma. L'aile ou la cuisse avec De Funès, Inspecteur la bavure, La femme de mon pote, Banzai, j'en passe, des cartons. Coluche, il est au sommet, il est riche, il aime les belles bagnoles, la vitesse, la fête, c'est tous les soirs la fête. Tiens, écoute ça. J'ai habité pendant 1 an et demi, 2 ans chez Coluche. Ouais. Quand il s'est installé dans rue Gazan, il y avait un studio, il m'a proposé d'aller dedans et tout. C'était la fête tous les soirs. Moi, je jouais au Splendide, où on construisait en même temps, je sais plus, et puis on jouait en même temps Ginette Lacaze avec Coluche à l'Élysée-Montmartre. Et honnêtement, c'était la fête tous les jours. Tu vois, c'est pas moi qui le dis. Le gars est intouchable. Enfin, c'est ce que lui croyait. Parce qu'à force de l'ouvrir, il va finir par déranger les mauvaises personnes. Et autre chose qu'il faut savoir, tout n'est pas rose. Coluche, c'est aussi une partie sombre, noire. Un homme qui buvait beaucoup, qui faisait beaucoup la fête et qui est aussi tombé dans la drogue. On lui avait brûlé sa maison et la rupture avec sa femme, etc. Et il était tombé dans la came, beaucoup. Il était allé jusqu'à l'héroïne. Il y a son copain Patrick Devers qui s'était suicidé. Faut savoir qu'il ne se remettra jamais de la perte de Patrick Devers. Parce que Patrick Devers s'était suicidé avec l'arme offerte par Coluche. Une 22 long rifle. Coluche, il lui aurait piqué sa femme. Tu vois, c'est aussi la partie sombre de Coluche. Tout ça, il s'en remettra jamais. Ça va le faire tomber dans une dépression. Et l'alcool, la drogue, la fête, ça va pas l'aider. Je te remets le contexte, on est en 1980. La France se prépare pour l'élection présidentielle. Alors, un match chiant, sérieux, entre le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, et François Mitterrand. Et là, Coluche a une idée, alors franchement, je sais pas si c'était sa meilleure idée, mais il a une idée. Alors, au début, c'est une blague. Il convoque la presse au théâtre du Gymnase. Et là, il va lâcher une bombe. Je suis candidat. C'est du délire. Son slogan, bleu, blanc, merde. Il dit: j'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les exclus à voter pour moi. Au début, les politiques rigolent, les gens rigolent. En gros, c'est laissez-le faire le bouffon. Sauf que la blague, elle va pas s'arrêter là. Il y a les sondages qui sortent. Et là, c'est panique totale à l'Élysée. Et le journal du dimanche sortira un sondage historique. Coluche est crédité de 16% d'intention de vote. La blague à 16%. Est-ce qu'on se rend bien compte là? 16%, c'est un truc de malade. Ça veut dire que Coluche peut faire basculer l'élection. Et là, mes amis, ça change tout. Ça change tout pour tout le monde et pour beaucoup de monde. Il n'est plus le bouffon, l'amuseur public. Il devient dangereux pour les gars au pouvoir. Et c'est là que les méthodes de voyous commencent. Je te parle pas du petit voyou, non, je te parle du voyou en costard. Et généralement, ces gens-là, c'est pas les moins dangereux, bien au contraire. L'État se met en marche pour le broyer. Les renseignements généraux fouillent dans sa vie. Je vous invite à aller regarder sur internet, tout ce que je dis, vous le trouverez facilement. Ils vont ressortir ces vieilles histoires de petites délinquances. Et la presse va s'en donner à cœur joie. Coluche, il va commencer à recevoir des lettres de menaces de mort. D'ailleurs, il les collectionne, il les affiche au mur dans son bureau. Et pourtant, j'étais avec lui un mois avant dans son bureau, il y avait des menaces de mort partout. Il les collectionnait, il les affichait sur son truc. J'avais dit, ces gens-là sont dangereux. Il m'avait dit, tu sais bien qu'on est des suicidaires, le plus dangereux pour nous, c'est nous. Alors, toujours en anonyme, bien entendu. Mais c'est du retire-toi ou on te bute. Pense à tes enfants. Mais il y a un événement précis qui va terroriser Coluche. Le 25 novembre 1980, son régisseur, René Gorlin, il est retrouvé mort, assassiné de 2 balles dans la nuque. Officiellement, c'est un crime passionnel. Rien à voir avec la politique. Mais le timing, il est quand même suspect et un peu terrible. Et quelques jours après, Coluche y reçoit une lettre avec une balle de pistolet dans la lettre. La prochaine, elle est pour toi. Dernier avertissement. Là, Coluche, il va prendre peur. Il comprend qu'il a mis les pieds dans un monde trop violent pour lui. En mars 1981, il va jeter l'éponge. Il annonce qu'il se retire. Et il va dire cette phrase terrible. « Je préfère m'arrêter parce qu'un mort, ça a toujours tort. » Il ne le savait pas encore, mais cette phrase,
allait devenir prophétique. Nous sommes le 26 septembre 1985. Événement pour la France, événement pour la vie de Coluche. Il va déclarer à la télé française que les Français crèvent de faim. C'est un appel à la solidarité, direct, cru. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Et là, naissent les Restos du Cœur. En 6 mois, c'est 5000 bénévoles, 8,5 millions de repas distribués. Et ça va renforcer fortement la popularité de Coluche. Il y a des gens pour qui c'était pas acceptable. Et oui, c'est la vérité ça. Alors pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il faut que tu comprennes qu'en 1986, Coluche n'est pas juste un humoriste, c'est un symbole. Un symbole ni de droite, ni de gauche. Un symbole qui pouvait refaire une candidature qui pourrait être encore plus puissante. Puis aussi l'industrie agroalimentaire. Pense un peu. Coluche distribuait les surplus alimentaires que les grandes entreprises devaient détruire. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. 19 juin 1986. Coluche se lève, il est dans sa maison, dans le 06 à Opio. Il prépare son futur spectacle au calme. Avec lui, ses 2 amis, Didier Lavergne, son maquilleur depuis des années, et Ludovic Paris, son coiffeur et ami motard. À midi, il décide de se rendre à Cannes pour profiter entre copains. Direction la mer, et ils iront tous manger en bord de plage chez un ami. Tout se passe pour le mieux, ça rigole, ça s'amuse, tout va bien. Ils reprendront la route, ils avaient prévu une grande fête dans la villa. Le soir, c'est France-Italie. 16h35 exactement, route départementale 3, entre Cannes et Châteauneuf-Grasse. Il fait beau, tout va bien. Ils sont tous les 3 en mode balade. Coluche roulait sur sa Honda 1100, une belle moto puissante. D'ailleurs, il a établi un record du monde en vitesse quelques années avant avec cette moto. C'est ce qui prouve que c'est un bon pilote et surtout qu'il la connaît par cœur. Coluche est devant, ils roulent l'un derrière l'autre. Au loin, un camion-ben de 38 tonnes, conduit par Albert Hardisson, chauffeur routier. Une ligne droite, un léger tournant. Le camion tourne d'un coup. Coluche tente de l'éviter, il freine, se couche. Et la béquille va taper le sol. Elle va basculer de l'autre côté de la moto. Boum. C'est la collision frontale. Et c'est pas un petit choc. C'est brutal, violent et immédiat. Coluche se prend l'avant du camion, le phare précisément, directement à la tête, sans casque. Enfin, le casque aurait été accroché au guidon de la moto. Tout ça, c'est selon la version officielle. Mais selon Didier Lavergne, 30 ans plus tard, il nous dira le contraire. Pour lui, Coluche portait bien un casque. Didier Lavergne arrive, Coluche est inconscient. Ludovic partira chercher des secours. À cette époque, pas de téléphone portable. Coluche, lui, respire encore selon Didier. Mais il ne réagit pas. Il a une plaie au niveau du front. Didier lui parlera pendant 45 minutes avant que les secours arrivent. C'est un traumatisme pour lui. Le chauffeur restera là, sans la moindre considération pour Coluche. Il voulait même faire un constat de l'accident. Alors, est-il choqué ou autre chose? Selon la presse et les journaux, et même selon le chauffeur, Coluche roulait vite. Il aurait même doublé plusieurs voitures à vive allure. Et la presse dira aussi que le camion aurait tourné pour entrer dans un camping et que Coluche n'aurait pas vu le camion. Alors, vous entendez ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la version officielle des articles et des médias. Diagnostic médical, fracture du crâne, hématome cérébral. Quand les médecins arrivent, il est déjà mort. 41 ans et c'est fini. Alors, petit récapitulatif, car c'est la version que les médias ont tous relayée. Vraiment, le camion aurait mis son clignotant. L'accident a eu lieu dans un virage. Coluche roulait vite. Des témoins confirment que Coluche les a doublés à vive allure. Et pour finir,
le camion tournait dans un camping. Alors, fin de l'histoire? Non. Non, pas du tout. On va regarder ça de plus près maintenant, ok? Maintenant, on va parler de la version de Didier et Ludovic, ceux qui ont vu qui étaient là. Parce que c'est là que certains détails deviennent bizarrement intéressants. Alors, Didier Lavergne et Ludovic diront « Le camion a barré totalement la route ». Et là, selon les deux amis, il n'y avait pas de clignotant. Ils diront même « C'est comme une porte qui se referme. Nous, on a eu le temps de freiner, mais Coluche, lui, n'a pas eu le temps. Ce n'était pas un virage, mais une ligne droite avec une légère courbe. Donc, je redis, ce n'était pas un virage net, pas un endroit dangereux du tout. Il ne roulait pas vite, 60 km/h. Ils diront aussi, on se baladait. Mais on n'allait pas vite. On connaît la vitesse. On n'allait pas vite. Là, c'est une erreur de dire qu'on allait vite. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire, l'enquête dira la même chose. Il roulait à 60 km/h. Autre chose, les médias disent que Coluche n'a pas vu le camion. C'est faux, car au vu de la ligne droite et surtout du fait qu'il ait essayé d'éviter le camion, fait qu'il a forcément vu le camion. Et d'ailleurs, les deux amis confirmeront cette théorie. Et pour finir, vous savez, le camping. Non, c'était pas un camping. Le camion devait tourner en réalité dans une sorte de terrain vague pour vider des pierres. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'à seulement quelques kilomètres, il y avait une vraie décharge officielle. Alors, pourquoi tourner à cet endroit? Autre chose, écoutez bien. Les pierres venaient de la gendarmerie de Grasse, ok? Et devinez quoi? C'est la gendarmerie de Grasse qui était en charge du dossier à l'époque. Et c'est eux qui donneront les premières informations aux journaux et aux médias. Donc, la version que je vous ai dit il y a quelques minutes. Tout est faux sur ce que la presse a dit dans les premiers instants. Et je trouve que ça fait beaucoup d'erreurs. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est qu'aucun autre média ne reviendra sur les erreurs. Et pourtant, une enquête sera menée de la part de deux médias, le JDD et France Presse, quelques jours après. C'est cette version que je suis en train de vous donner que vont trouver ces deux médias. Et maintenant, on va parler de théories et complots. Et chacun aura son avis. Alors voilà, tout ce qui est dit dans cette vidéo est sur des théories bien évidemment, et sur des interviews. Parce que l'enquête officielle s'arrêtera là. Mais il y a d'autres gens qui vont continuer à fouiller cette histoire. Monsieur Jean Dupessé, un journaliste, il va consacrer 20 ans de sa vie pour prouver que Coluche a été assassiné. Et Antoine Cassubolo, un avocat qui reprendra l'affaire et l'enquête de Jean, il va relayer des zones d'ombre et des incohérences. Et ils vont aller rencontrer Didier Lavergne et Ludovic Paris. Ils vont fouiller, ils vont poser des questions, mais ils vont poser des vraies questions et ils vont découvrir des choses assez étranges. Ils vont d'ailleurs écrire un livre, Coluche, l'accident contre-enquête. C'est la première édition en 2006, mais il y a une réédition en 2024, avec des audios inédits, des interviews enregistrées. Et tu sais ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a des gens qui vont parler pour la première fois. Et Jean Dupessé va recueillir des informations de dingue. Il va rencontrer des gens du milieu, des gens qui parlent. Et deux exactement. Le premier, Serge l'Arménien. Et le deuxième, un certain Sébastien, un ancien flic. On va commencer par ce fameux Serge l'Arménien. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter ce que va dire Antoine Cassubolo sur le plateau de l'émission de Ardisson. Lui, Serge l'Arménien de Barbou, je le connaissais, etc. Je lui ai dit, alors, Coluche, il m'a dit, oh, vous me faites chier avec cette histoire, ils sont venus chez moi faire préparer tout, c'est pas de ma faute, etc. C'est quand même chaud ce qu'il dit, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, on va parler du deuxième, ce fameux Sébastien. Il aurait reçu dans ses mains, juste avant la mort de Coluche, un dossier. Et selon lui, dans ce dossier, il y aurait un plan complet et bien détaillé de l'assassinat probable de Coluche. Et il aurait quitté la police peu de temps après par peur de représailles. Alors, ces deux personnages, Serge et Sébastien, sont-ils réels? C'est ça la question. Et petite précision aussi, lors du procès, Albert Ardisson ne sortira pas un mot. Et ça, j'ai trouvé ça étrange. Enfin, pour revenir aux deux personnages et aux peu de gens qui on a pu avoir des infos, sont-ils réels? Ont-ils menti? Parce que, à part des spéculations, on n'a aucune preuve de tout ça. En revanche, si j'avais pas
Les infos que je suis en train de vous donner, on pourrait même pas en parler et il n'y aurait pas de vidéo. Faut savoir, et je le redis quand même, mais Coluche, il recevait énormément de menaces. Bon, je te le dis direct, il y a des zones d'ombre que je pose maintenant. Et on va revenir aussi sur une personne qu'on n'a pas encore évoquée dans cette vidéo. Je suppose que tu sais de qui je vais parler. Bon, on démarre. Première zone d'ombre. Il y a de quoi dire quand même. Comment c'est possible que Coluche ait autant d'ennemis et surtout des puissants? On l'a vu avec la candidature de 1980 et la possible candidature pour l'élection qui allait arriver. Il a reçu un nombre incalculable de menaces. Un régisseur s'est fait assassiner. Les versions de l'accident divergent vraiment aussi. Ça faut quand même se le dire. Et surtout, des incohérences qui sèment le doute sur l'accident. Des versions différentes. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le problème est la première zone d'ombre. Et la deuxième zone d'ombre, elle est là. Alors maintenant, pourquoi autant de personnalités meurent dans ces années-là? Et juste comme ça, bizarrement, que des gens qui dérangent les gens tout là-haut. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Je sais pas, hein. Je pose la question. Tiens, si on parlait rapidement d'une petite personne, Monsieur Mitterrand, qui est alors président à ce moment-là. Il faut savoir qu'à cette époque, il ne faut pas trop lui poser de problème. Je t'explique un truc. Coluche, il préparait un spectacle et il avait annoncé qu'il allait taper sur tout le monde et que ça allait faire très mal. Et il se dit aussi qu'il allait parler de Mazarine, la fille cachée de Mitterrand. Les personnes qui ont voulu évoquer ce sujet ont tous eu d'énormes problèmes. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, juste pour information, on va faire une petite liste de décès assez bizarres pendant la présidence de Monsieur Mitterrand. Pierre Bérégovoy, en 1993. Officiellement, suicide par arme à feu. Le contexte, il était quand même ancien Premier ministre. Pas de lettre d'adieu. Scène jugée étrange par certains proches. Mais surtout, cette phrase célèbre de Mitterrand. Il dira lors des obsèques: « On a livré son honneur aux chiens ». François de Grossouvre, 1994. François de Grossouvre, officiellement suicide par balle. Élément troublant quand même, il y avait pas mal de tensions politiques en interne. Et aucune enquête approfondie indépendante. Jean Edern Allier, ça s'est passé un peu après Mitterrand, mais je voulais en parler. Jean Edern Allier, c'est l'ennemi déclaré de Mitterrand. Et lui, il détenait les informations sur la fille cachée, Mazarine. Alors, mort officiellement d'une chute à vélo. Et je vous passe tous les morts qui ont été suspectés, notamment Daniel Balavoine ou autres. Alors, vous en pensez quoi, vous ? Alors maintenant, il y a deux écoles qui se forment quand tu regardes cette vidéo. La première théorie, c'est l'accident, le vrai, c'est simple. Coluche roulait à moto, il a peut-être exagéré sur l'alcool le midi. Là, personne n'en parle. Le camion ne l'a pas vu. C'est un accident bête, banal, tragique mais banal. Et peut-être que tout le monde refuse d'accepter une mort aussi banale d'un homme pas banal. Je voudrais ajouter quelque chose d'autre. À quelques centimètres près, Coluche passait sous le pare-choc et ne mourrait pas. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent que c'est un simple accident. Un malheureux accident, mais un simple accident. Et je pense par exemple à l'interview de Patrick Sébastien, récemment dans la presse. Le complot, j'y crois pas. Alors pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de raison réelle à cet accident. Pourquoi pas à un moment, t'as un coup de guidon en disant... Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième théorie, il a été assassiné. Coluche était un problème. Pour qui? Pour certaines personnes, des politiques. Et un accident, c'est le meilleur moyen de régler un problème. Sans enquête, sans trace. Juste un camion qui passe au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pas farfelu, hein, mais il y a des coïncidences bizarres dans cette histoire. Et si le camion n'était pas un accident, mais une mise en scène organisée avec un meurtre au bout? Alors, avant que je te donne mon avis, tu en penses quoi, toi? Écris-moi dans les commentaires, tu penses à un assassinat ou à un accident? Alors, moi, je pense honnêtement qu'il y a quelque chose. Un meurtre, c'est possible. Oui, en tout cas, je ne peux pas croire que tant de personnalités meurent comme par hasard, pendant des années bien précises, et comme par hasard, que des gens qui dérangent nos chers politiciens. Je trouve que ça fait beaucoup de hasard.
Voilà. Coluche, il disparaît le 19 juin 1986. Et avec lui, il emportera beaucoup de questions. Mais surtout, personnellement, je n'oublierai jamais l'artiste. Et quand j'ai décidé d'écrire cette histoire, de fouiller dans des articles, dans des vidéos, et sur ce que je savais aussi, bah honnêtement, ça m'a fait quelque chose. J'aurais tellement aimé avoir une réponse à mes questions. Malheureusement, elles vont rester sans réponse. Et voilà, l'histoire sur la mort de Coluche est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, comme d'habitude, si elle t'a plu, mets le pouce. Abonne-toi, mets la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune vidéo. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire. Et n'oublie jamais, profite de chaque instant. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'était Julien Legone. Ciao.